Bonjour à tous. Donc voilà, merci, merci de m'avoir invité. Également, merci à Sophie Cézac pour cette introduction qui va me faciliter la tâche. Et puis, je suis Sylvain Gendreau, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro et j'effectue mes recherches à l'UMR Agroécologie. Et donc, j'ai effectué, selon la commande, donc, une sorte de revue de littérature sur le sujet et que j'ai intitulé « La diversité génétique des plantes cultivées pour améliorer l'efficacité des biosolutions face au stress ». Alors, je vais commencer par une petite introduction où je vous parlerai un petit peu de diversité génétique et également donc, de déterminisme génétique des réponses au stress. Alors, la diversité génétique des plantes cultivées, pour aller relativement vite, c'est ce qu'on appelle également la biodiversité au niveau intraspécifique. Hein. Donc, elle va correspondre à la variation des gènes, donc aux différentes formes alléliques au sein d'une espèce. Et classiquement, on sait qu'elle va dépendre, chez les plantes, et donc particulièrement chez les plantes sauvages, des régimes de reproduction de ces plantes, allogame ou autogame, la fécondation croisée ou l'autofécondation. Et cette diversité génétique, elle va être également modulée par ce qu'on appelle les forces évolutives, comme par exemple la sélection naturelle. Et en fonction de si on se place entre les populations ou dans les populations, ces forces évolutives, on peut le voir ici, peuvent avoir des effets différents sur la diversité génétique. Alors, si on s'intéresse maintenant à la diversité génétique des plantes cultivées, alors on a un échantillon de plantes un peu différent. Et donc, chez les plantes cultivées, la diversité, elle correspond un peu à ce qu'on appelle aussi, en amélioration génétique, par exemple, aux ressources génétiques que peuvent disposer les sélectionneurs. Alors, les activités humaines et l'amélioration génétique, plus particulièrement, vont agir sur la diversité génétique en agissant sur les régimes de reproduction. Donc, vous savez, on effectue par exemple des croisements chez les autogames, par exemple pour créer des lignées pures chez le blé, ou alors on réalise de l'autofécondation chez les allogames lorsqu'on veut faire des lignées parentales, des hybrides d'effins chez le maïs. Et également, l'homme va exercer une sélection qui est parfois différente de la sélection naturelle. Et on a des exemples de contre-sélection de gènes qui sont impliqués dans l'adaptation au stress. Alors les plantes cultivées, aujourd'hui, on va avoir d'un côté des collections, des variétés populations, des variétés synthétiques, des populations issues de sélection massale, qui ont une base, qui sont considérées comme ayant une base génétique plus ou moins large. Et à l'opposé, on voit ici des variétés clones, des lignées pures, des hybrides d'effins qui présentent peu ou pas de diversité. Donc peu ou pas de diversité, effectivement, bien à l'intérieur de la variété, mais effectivement, ces variétés sont différentes entre elles. Alors, cette fois-ci, si on s'intéresse plus particulièrement au locus qui contrôle, qui détermine la résistance des plantes aux maladies. Alors, ce qu'on appelle le déterminisme génétique, ces locus. Donc, ce déterminisme génétique, il est assez bien connu, surtout pour les résistances qui sont dites qualitatives, qu'on a vues précédemment. Donc, dans ce cas-là, les variétés, si on place d'un point de vue pratique, on les classe en deux catégories, les variétés qui sont dites résistantes et les variétés qui sont dites sensibles. Évidemment, pour un pathogène donné, une source de pathogène donné. Alors, cette résistance qualitative, elle est déterminée par, généralement, un seul gène ou un gène majeur. Et cette résistance, elle est induite par la reconnaissance du pathogène, par des protéines codées par les gènes R, et qui vont ensuite, cette reconnaissance va ensuite déclencher la cascade de signalisation qui va amener à la résistance. Je vais faire rapidement. Et donc, les variétés résistantes, elles possèdent ces gènes R. Alors, le déterminisme génétique est moins bien connu pour ce qu'on appelle les résistances quantitatives. Donc, dans ce cas-là, là encore, les variétés, elles vont se placer dans un continuum des variétés qu'on va dire résistantes aux variétés qu'on va appeler sensibles. Donc, ce qu'on sait, c'est un caractère cette fois-ci polygénique, déterminé par un certain nombre de gènes, qu'on appelle des QTL. Et cette résistance quantitative, elle provient finalement, elle résulte de l'intégration de plusieurs voies de perception ou de signalisation qui sont activées simultanément, chacune ayant une contribution relativement mineure au phénotype de résistance. On peut le voir ici sur le schéma. Donc, on a une reconnaissance de déterminants du pathogène au niveau de la membrane plasmique ou au niveau du cytosol, et donc avec de multiples voies de signalisation qu'on ne connaît pas encore tout à fait et qui peuvent agir plus ou moins pour contribuer à la résistance. Donc, c'est un phénomène qui est moins connu, qui est assez étudié aujourd'hui. Alors, pour faire rapidement, sur cette diversité génétique des gènes qui contrôlent la résistance, elle permet la création des variétés, ce qu'on appelle les variétés résistantes. Donc, le sélectionneur va croiser des variétés élites, par exemple sensibles, avec des variétés ou des espèces qui sont résistantes. Et en fonction qu'on ait une résistance qualitative ou quantitative, on aura des différences de la descendance. Donc, si on a une résistance qualitative, un seul gène R est impliqué. Donc, on aura une distribution dans la descendance du phénotype de type mendélien, avec ici 3/4 des individus qui posséderont l'allèle de résistance. Et après sélection, qui peut être assez rapide, enfin, assez rapide,
oui, c'est pas forcément très rapide, mais enfin, on aura des résistances qui vont être peu durables, mais très spécifiques et très intenses. Et à l'opposé, pour les résistances quantitatives, donc la descendance du croisement donc, va se répartir dans ce continuum plantes résistantes, plantes sensibles. Et puis, donc, avec une sélection qui va être plus complexe ici, théoriquement, on peut aboutir à des résistances plus durables et avec des spectres plus larges. Alors, si on regarde rapidement le déterminisme génétique de la résistance des plantes au stress abiotique, donc là, on a des réponses qui sont généralement quantitatives. Dans cet exemple de littérature, il y a de nombreux exemples de la littérature, mais ici, dans cet exemple où les auteurs donc, étudient 550 lignées de coton face au stress hydrique, on s'aperçoit que ici, ces 550 lignées de coton sont distribuées ici avec une réponse de type quantitatif, donc avec peu d'individus ici qui sont plutôt sensibles au stress hydrique, peu d'individus qui sont résistants, et la majorité des individus ici qui se regroupent autour d'une valeur moyenne. Alors dans cet exemple-là, les auteurs ont bien mis en évidence donc, le caractère polygénique de cette résistance, puisqu'ils détectent plus d'une vingtaine de QTL pour cette tolérance au stress hydrique. Alors maintenant, je vais passer donc un peu au cœur de mon exposé et en essayant de répondre à cette question. Donc, si l'efficacité des biosolutions dépend des génotypes, on l'a déjà vu avec l'exemple de Sophie précédemment, et surtout ce qu'on va essayer de voir ici, c'est de quelle manière, comment finalement, comment l'efficacité peut dépendre du génotype. Alors je vous l'ai dit dans le titre, moi je vais surtout m'attacher, je vais faire un focus sur l'efficacité des biosolutions pour faire face au stress biotique et abiotique. Et je ne parlerai pas vraiment de la croissance des plantes. Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'il y a quand même peu d'études qui sont réalisées sur le sujet, ou alors avec des nombres de génotypes très limités, on le verra tout à l'heure. Alors, et cet aspect-là de la recherche, c'est surtout documenté pour les SDP, ou alors des biostimulants microbiens, comme par exemple les champignons mycorhiziens arbuscules. Alors, les expériences qui sont mises en place, elles sont souvent mises en place selon le schéma qui est ici. Donc, les plantes sont traitées par un biostimulant ou un SDP, donc avec des plans de contrôle, donc sans traitement. Au bout d'un certain temps, donc il va varier en fonction du traitement et de la molécule, donc ça peut être des dizaines d'heures, 24 heures, 48 heures, donc on a application ou pas du stress. Dans le cas des SDP, généralement, on applique toujours le stress et il n'y a pas de conditions sans stress. Et ensuite, après 24, 48, 72, plusieurs jours, donc on va phénotyper les plantes, donc on va phénotyper les symptômes, et également on va mesurer, dans le cas des biostimulants, par exemple la biomasse, ou d'autres marqueurs de la résistance au stress. Alors, les résultats qu'on peut attendre de ce type d'expérience, c'est quoi finalement? Ça va être des effets bénéfiques chez certains génotypes, des effets nuls ou négatifs chez d'autres génotypes. On pourrait aussi avoir, on va le voir tout à l'heure, des effets bénéfiques, surtout chez les génotypes qui sont les plus sensibles, donc les moins tolérants. Ou alors on peut aussi avoir pas du tout d'effet génotype dans cette réponse. Alors j'ai essayé de schématiser ici ce qu'on pourrait attendre avec le cas de SDP. Donc on étudie ici trois génotypes, ici pour leur résistance. On a les conditions contrôle, donc sans traitement, les conditions avec traitement SDP. Et on voit ici, dans ce premier exemple, donc un effet bénéfique pour le génotype 2 et le génotype 3, alors qu'on n'a pas d'effet, même un effet négatif pour le génotype numéro 1. Donc, alors ces trois génotypes, on peut le voir ici, au niveau du contrôle, c'est qu'ils ont de manière basale, en fait, finalement, un niveau de résistance différent. Le génotype 2 étant celui qui a le plus de résistance. Alors, dans le cas numéro 2 ici, on voit qu'effectivement, c'est le génotype 1 on voit un effet positif du traitement SDP chez le génotype 1, également pour le génotype 3, mais on ne voit pas d'effet pour le génotype 2. Et dans ce cas-là, donc, on pourrait penser que l'induction de la résistance par le SDP pourrait être dépendante de la résistance génétique. Donc je vous rappelle que le génotype 2, c'est celui qui était le plus résistant en fait, en dehors du traitement SDP. Alors ça, c'est un peu la théorie. Alors on va voir maintenant un peu ce qu'on a dans la pratique avec quelques exemples tirés de la littérature qui vont compléter ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors un premier exemple au niveau d'utilisation de SDP et des travaux assez cités de Walters chez Lorge, où les plantes ont été traitées simultanément, en même temps, on va dire, même par 3 traitements, avec du BABA, un analogue de l'acide salicylique et de l'acide jasmone. Donc, pour lutter contre une maladie, donc, je vous l'ai dit, chez l'orge. Donc, les auteurs ont étudié, on voit ici en haut à droite, donc 6 génotypes d'orge, 6 variétés d'orge. Et ils ont mesuré ici, ce n'est pas la résistance, justement, c'est l'inverse, c'est la maladie, le développement de la maladie.
Et donc on peut voir ici, la première barre, c'est les conditions contrôle, la deuxième barre, c'est les conditions éliciteurs, donc avec le mélange des trois SDP, et on peut voir un effet positif ici, mais qui est variable en fonction des génotypes. Et on peut voir ici, chez le cinquième, donc pas d'effet finalement du traitement. Donc l'efficacité la varie de 0 à 100% selon les variétés. Alors c'est des manipulations qui ont été faites ici en serre. Alors l'intérêt aussi de cet article, c'est qu'ils ont fait également des expériences en parcelles sur plusieurs années. Là, je vous présente simplement les résultats 2007 et 2009. Et on a donc cette fois-ci uniquement 4 variétés. Parmi ces 4, on voit par contre ici, en plus des conditions de serre, un traitement fongicide, c'est la deuxième barre de l'histogramme. Et donc on peut voir ici encore un effet de l'efficacité du SDP en fonction du génotype. On voit une efficacité ici sur le deuxième génotype, une efficacité sur le troisième, et pas d'effet ici sur le premier et le quatrième. Alors, en 2009, finalement, on retrouve encore un effet, mais on voit que finalement, ce ne sont pas les mêmes génotypes qui sont concernés. Le génotype 1, par exemple, ici, on ne voyait pas d'effet du SDP, par contre, on en voit ici en 2009. Donc, ça complexifie un peu la donne. Alors, les auteurs ont également mesuré l'effet du traitement sur ici le rendement en grains, et on voit une augmentation du rendement en grains ici chez les génotypes 2 et les génotypes 4. Alors, un deuxième exemple, cette fois-ci, toujours dans le cadre du biocontrôle, mais avec un agent microbien, donc le champignon Trichoderma. Donc le champignon Trichoderma, il a un effet, on sait, pour protéger les plantes contre les maladies, avec des effets donc, qui ont été décrits tout à l'heure par Sophie, des effets qui peuvent être des effets d'antagonisme ou d'antibiose, mais également, donc, Trichoderma est capable d'induire de la résistance systémique. Et donc, l'étude a été réalisée ici chez 4 génotypes de tomates. Et là, on voit donc les conditions contrôle en noir, les conditions traitées avec 2 espèces de trichoderma, en gris et en blanc. Et on voit un effet positif du traitement chez 3 génotypes, alors que chez le premier génotype, Corbarino, ici, on ne voit pas d'effet du traitement. Donc là encore, et là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'effet significatif chez Corbarino, qui est considéré dans l'étude comme étant le plus résistant, ce qu'on ne voit pas vraiment ici sur l'expérience. Mais bon. Alors, on a également des images ici qui nous montrent l'effet sur la croissance. Et on voit que le TA209, ici, on a un effet positif sur la croissance, alors que chez Corbarino, là encore, on n'a pas d'effet positif sur la croissance du traitement par trichoderma. Alors maintenant, je vais vous présenter 2 exemples sur les biostimulants et en lien avec la tolérance au stress abiotique. Donc il s'agit dans un premier temps de l'inoculation d'un champignon, mycorrhizia arbuscule, chez le maïs et la protection contre la sécheresse. Donc on a des expériences qui sont un peu plus compliquées ici à regarder, puisqu'en plus il y a l'absence de traitement, de stress, ou la présence de stress. Alors, on a ici 2 génotypes uniquement qui ont été étudiés, un génotype dit sensible et tolérant, c'était au stress hydrique. Et on a donc en blanc, on a les conditions donc non inoculées, non mycorhizées, et en noir, les conditions mycorhizées, avec DS qui correspond donc au stress hydrique. Alors on peut voir ici que si on mesure par exemple la biomasse aérienne, on verra qu'on a le même résultat avec la biomasse racinaire. Si on mesure la biomasse racinaire, on voit ici un effet positif de l'inoculation par les champignons Rhizophagus irregularis, donc en conditions de stress. Et par contre, cette inoculation améliore la tolérance à la sécheresse uniquement chez le génotype sensible. On a le même genre de résultat ici chez la patate douce, toujours avec des champignons mycorhiziens, ici d'autres espèces, et la protection contre la sécheresse. Donc on a là encore que 2 génotypes. Un génotype finalement plutôt sensible à la sécheresse, un autre génotype plutôt tolérant. Et on voit encore un effet positif du traitement champignons mycorhiziens, mais uniquement chez le sensible et pas d'effet chez le génotype tolérant. Et puis il y a aussi des cas, finalement, où on n'a pas d'effet génotype. Ici, j'ai refait un schéma, un graphique à partir des données d'El Karaki, donc sur le blé, toujours avec la mycorhize. Et on voit ici des effets positifs. On a des conditions de stress hydrique, elles sont ici et ici. On voit un effet positif du champignon mycorhizien dans les 2 cas, mais il n'y a pas d'interaction significative entre le génotype, la mycorhize et le stress hydrique ici. Donc il n'y a pas toujours cet effet qui va être mis en évidence. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux bases moléculaires et génétiques. Donc, on a vu un peu comment ça se passait. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Enfin, on ne comprend pas trop encore aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet. Et donc, la question, c'est finalement, c'est comment décrypter les mécanismes qui sont responsables de la variation d'efficacité selon le génotype et comment on pourrait identifier des marqueurs de ces phénomènes. Alors,
Dans un premier temps, je vais vous parler des SDP, donc des agents de biocontrôle. Donc on voit que la réponse différente des génotypes au SDP semble être une réponse quantitative. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans les résultats précédents. Et les SDP, ce qu'il faut savoir, hein, et Sophie l'a bien montré tout à l'heure, que finalement ils induisent une réponse moléculaire, hein, qu'ils soient reconnus par des récepteurs ou qu'ils interagissent avec les voies de signalisation. Donc ils induisent une réponse moléculaire telle que la production de formes activées d'oxygène, la phosphorylation de MAP kinase, etc., l'expression d'un certain nombre de gènes de défense. Alors pour identifier des marqueurs, dans un premier temps, il y a plusieurs approches qui peuvent être menées. Il y a des approches qu'on va dire ciblées sur des mécanismes candidats qui sont donc déjà identifiés. Et des études montrent qu'il y a des variations entre les génotypes des événements moléculaires induits par les SDP. Et on a un exemple ici où les auteurs ont regardé la variation de la production des formes activées d'oxygène entre des variétés de colza. Ici, donc, on a une dizaine de variétés de colza. Et on mesure la production de ROS ici qui est induite par un peptide microbien, donc un PAMP, hein, on l'a vu tout à l'heure, et qui est connu donc, pour induire cette production de ROS. Et donc on voit ici que cette production de ROS, elle est variable, elle est très importante ici chez les génotypes NingU et très faible ici chez la variété Capitol. Alors ce qui est remarqué dans cette étude, c'est que, bon, c'est des choses qui étaient déjà quand même assez connues, c'est qu'on n'a pas de corrélation donc, du niveau de résistance avec finalement le niveau de production des formes activées d'oxygène ici. Donc, sachant que NingU étant considéré comme le génotype dans l'étude le plus sensible. Et puis aussi, dans cette étude, les auteurs ont également regardé la production de formes activées d'oxygène avec un deuxième peptide microbien, un fragment d'un facteur d'élongation. Et on voit également une variation dans la production de ROS, mais cette fois-ci, on voit que le classement des variétés est différent selon le SDP. Donc ça montre bien que finalement, ce marqueur n'est pas forcément très intéressant dans ce cas-là. Une deuxième étude où, cette fois-ci, les auteurs se sont intéressés à la perception de la flagelline, donc le peptide microbien, le PAMP, et ils mettent en évidence une variation de la perception en fonction des écotypes ici d'Arabidopsis thaliana. Donc cette variation de la perception, elle est liée en fait à un polymorphisme au niveau de la séquence nucléotidique qui code pour le récepteur FS2 de la flagelline. Et donc on a une variation, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une corrélation négative qui est faible quand même, mais une corrélation négative avec la sensibilité à Pseudomonas syringae. Alors pour répondre à notre question de départ, hein, qui était identifier des marqueurs donc de la dépendance au génotype des SDP, donc il faudrait systématiquement pouvoir compléter ces genres d'études en étudiant donc des corrélations entre la variation des événements moléculaires et la variation donc des réponses phénotypiques, donc de cette réceptivité au SDP, chose qui n'est pas faite forcément ici. Alors pour trouver des marqueurs, il y a d'autres types d'approches, des approches de type génétique d'association ou détection de QTL. Donc ces approches, donc, elles consistent à associer un phénotype à des marqueurs, donc à des régions du génome polymorphe. On peut voir ici. Donc on essaie d'associer un génotype tolérant au stress avec la couleur vert foncé, hein, ici avec des marqueurs polymorphes, ici représentés par ces petites boules de couleurs, des petits cercles de couleurs, et on voit que le génotype tolérant est plutôt associé au polymorphisme bleu-vert. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. Mais grâce à ce type d'approche, des auteurs ont pu mettre en évidence des gènes associés à la variation de la réponse à la chitine. Donc il y a un SDP ou un PAMP chez le sorgho. Hein, donc ici, donc, sur le chromosome 5, une région du génome associée à cette variation de réponse, mais par contre, il n'y a pas de lien avec la variation de la résistance aux microbes. Alors, les questions, finalement, c'est peut-on détecter des régions du génome associées à la réceptivité des SDP? Et puis, finalement, on peut se poser aussi une question, et finalement, est-ce que ces régions du génome, elles sont différentes des QTL qui sont déjà identifiées, qui sont liées au résistance génétique des gènes R? Donc ça, ça sera l'objet de la présentation de Juliette que vous verrez tout à l'heure. Je me défile un petit peu. Alors, concernant la réponse moléculaire aux biostimulants. Donc là encore, j'ai trouvé des études champignons mycorhiziens stress hydrique avec des approches ciblées. Et donc les auteurs ont ciblé des mécanismes connus de la réponse au stress hydrique, comme l'accumulation ici des ARN qui codent pour les aquaporines, donc des transporteurs d'eau dans la membrane, ou également, là encore, on retrouve la production des formes activées d'oxygène, on l'a vu tout à l'heure, qui était un élément aussi caractéristique des réponses au stress abiotique. On retrouve une expérience avec un génotype sensible, un génotype tolérant, donc à la sécheresse, et on voit ici que la variation de l'accumulation des aquaporines, enfin, ce n'est pas tout à fait la variation de l'accumulation des aquaporines, parce que je vais me faire crucifier par mes collègues biochimistes. En fait, c'est la variation de l'accumulation des transcrits qui codent pour les aquaporines.
et celle de la production d'H2O2 donc est différente selon les deux génotypes en conditions de stress hydrique. Alors là, on aurait peut-être un marqueur de la réceptivité, donc SDP, qui serait identifié dans ce cas-là. Alors, il existe également des approches génétiques qui ont été réalisées. Enfin bon, j'en ai trouvé une. Il y en a peut-être d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif. Une approche génétique qui permettait de regarder la réponse moléculaire aux biostimulants. Donc, il s'agit d'une étude qui a été réalisée chez 34 génotypes de blé avec 3 champignons mycorhiziens. Et donc, on a vu tout à l'heure que l'inoculation du blé avec les champignons mycorhiziens améliore la tolérance au stress, au stress sécheresse. Et donc, les auteurs ici ont pu mettre en évidence des différences génotypiques dans la réponse spécifique des plantes aux champignons mycorhiziens dans ces conditions de stress. Donc on peut voir ici dans différences phénotypiques, donc en fonction de la présence ou non de mycorhizes. Et donc, grâce à cette étude génétique d'association, donc ils ont pu mettre en évidence un QTL qui est associé à la réponse spécifique du blé, donc sur le chromosome 7. Donc cette région donc, pourrait être utilisée comme marqueur génétique dans la sélection du blé. Alors, avant-dernier point maintenant, donc essayer de réfléchir un petit peu sur comment intégrer finalement cet effet génotype dans la création variétale. Alors la création variétale, donc une définition qui n'engage que moi, donc c'est la comparaison de combinaisons génotypiques donc sur plusieurs années, donc avec des tests dans un environnement donné, puis plusieurs environnements, souvent avec selon certains critères agronomiques, technologiques, en fonction finalement des espèces et des besoins des filières. Mais généralement, les biosolutions ne sont pas prises en compte dans ce phénomène de sélection. Donc pour prendre en compte les biosolutions dans la création variétale, il faudrait donc mettre en place des sélections phénotypiques en parcelles qui seraient adaptées. Donc il faudrait mettre en place des essais avec des traitements systématiquement. Donc c'est très lourd parce que ça implique de multiplier déjà au minimum par 2 les essais. Hein, si on n'utilise qu'un seul SDP avec une seule dose, donc on voit le travail important que cela nécessite. Et une autre possibilité, ça serait, qui peut être complémentaire, c'est de faire de la sélection assistée par marqueur, c'est-à-dire qu'on va sélectionner non plus sur le phénotype, mais sur le génotype. Mais pour ça, il faut donc disposer donc des marqueurs efficaces. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est un phénomène qui est quantitatif, donc c'est difficile d'identifier les gènes, et ensuite, ça sera aussi également difficile de transférer ces gènes par la sélection. Il y a également la question d'inscription des variétés selon ce critère. Donc, comment évaluer sur ce nouveau critère, hein, lors, par exemple, des tests qui sont réalisés par le GVS, des tests de valeur agronomique. Voilà, donc ça, c'est encore des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Enfin, moi, je n'en ai pas. Alors, en conclusion et en perspective, donc, l'effet du génotype donc il est démontré hein, donc à travers plusieurs exemples. Donc, il n'est pas systématique, mais il est démontré quand même sur de nombreux exemples. Il semblerait qu'on ait des effets qui soient plus faibles chez les génotypes qui sont déjà très résistants ou très tolérants. Bon, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être généralisé, parce qu'on a vu quand même que la plupart des études ont été faites sur un nombre très limité de génotypes. Donc il y a encore peu de résultats, et donc il faudrait pouvoir étudier simultanément les 3 facteurs. Donc 3 facteurs, la biosolution, le génotype et la réponse au stress, avec un grand nombre de génotypes. Donc il y a quelques exemples dans la littérature, mais il y en a très très peu. Et donc, si on veut développer les marqueurs génétiques pour la sélection, il faut mieux comprendre les phénomènes en amont. Donc ça, c'est une chose qui est impérative, puis encore peu de résultats, je vous l'ai dit. Et puis après, en termes d'application, puis Juliette en parlera tout à l'heure, donc est-ce qu'il serait intéressant de combiner la résistance, la tolérance génétique et les biosolutions? Ça peut être aussi quelque chose à prendre en compte. Et ce qu'on remarque, c'est que les mécanismes et les effets génotypes pourront être différents sur les biosolutions. Il y a quelques exemples, mais on s'en doute. Et voilà. Et donc finalement, est-ce qu'au lieu d'identifier le bon génotype, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt identifier le bon SDP ou le biostimulant? Ça serait peut-être plus rapide. Enfin, ça, là non plus, je n'ai pas la réponse. Alors, pour conclure, et en guise aussi de perspective, donc il faut bien voir que c'est ce que vous avez appelé ici la réceptivité aux biosolutions, qu'on peut appeler aussi l'élicitabilité ou l'inductibilité. Donc c'est un phénotype P, et puis ce phénotype, donc on l'a vu dans cet exposé, il va dépendre d'une composante G, donc la variété, le clone, etc. Mais on sait que ça va dépendre aussi de l'environnement, donc du sol, climat, environnement biotique, etc. Donc on voit ça, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction. Et puis ça dépend aussi de l'interaction entre le génotype et l'environnement. Hein, donc un génotype ici, on voit dans la figure, le génotype numéro 1 ici peut présenter le meilleur phénotype. Donc son phénotype, c'est la réceptivité aux biosolutions. Hein, et donc il aura le meilleur phénotype sur un environnement, mais on peut voir que peut-être qu'il a une performance plus faible sur un autre environnement. Donc il serait important de prendre en compte les interactions génotype-environnement pour expliquer le phénotype.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure l'expérience qui a été faite chez Walter Shellorge, on voit qu'effectivement, en fonction des années, ce n'étaient pas forcément les mêmes génotypes qui étaient plus efficaces. Donc là, on imagine que les expériences ont été faites dans la même parcelle, mais en tout cas, le climat et l'environnement biotique étaient certainement différents, potentiellement différents. Et puis lorsqu'on parle d'environnement, je voulais ouvrir un petit peu en parlant d'une composante de l'environnement dont on en parle de plus en plus lorsqu'on fait des études sur les interactions plantes-microbes, c'est le microbiote. Donc il fait partie de l'environnement de la plante. Et puis si on se met dans un cadre où on utilise par exemple un inoculant microbien, donc que ce soit un SDP, un agent de biocontrôle ou un biostimulant, donc qui va agir pour lutter contre un stress, ce microbiote, il est susceptible d'interagir donc avec les voies signalisation cellulaires de la plante, qui sont mobilisées par l'induction de résistance, mais il peut également donc, interagir avec les agents de biocontrôle. Donc, la question ici, c'est l'interaction avec le génotype de la plante a-t-elle une influence sur le phénotype de la plante? Donc l'interaction du microbiote a-t-elle une influence sur le phénotype? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sylvain Gendros pour cette présentation. Donc on va maintenant passer au deuxième temps d'échange. Donc nous avons déjà des questions, mais je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas, donc derrière votre écran, à continuer à nous envoyer d'autres questions. Donc on va commencer tout de suite. Donc sur la diapositive 3, vous avez parlé de la sélection qui est faite par l'homme et qui peut être une contre-sélection par rapport à l'adaptation au stress. Est-ce que cette contre-sélection constitue un frein à l'efficacité des biosolutions ? Oui, on peut théoriquement penser qu'elle peut être également un frein, vu que dans la contre-sélection, donc, les contre-sélections, elle peut toucher des mécanismes de défense. Donc il y a des exemples qui ont été mis en évidence dans la littérature. Donc à partir du moment où cette contre-sélection, elle peut toucher des mécanismes de défense, et que ces mécanismes de défense peuvent être également mobilisés par les SDP, oui, on peut penser, oui. Merci. Ensuite, on a une question sur la diapositive 11. Quelle est la réponse à la chitine qui a été mesurée ? Ah oui, donc dans l'expérience où finalement, oui, où il y a une détection de QTL en réponse à la chitine, la réponse à la chitine qui était mesurée, ce n'est pas la protection, c'est la production de ROS. Donc finalement, c'est aussi pour ça que dans les résultats, il n'y a pas forcément de corrélation avec la résistance. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Oui, c'est la production de formative d'oxygène. Donc, lorsqu'on étudie effectivement les réponses aux éliciteurs, oui, souvent c'est la production de ROS ou alors la diminution de croissance qui est utilisée parce que c'est quelque chose qui est quand même assez facile à mesurer, surtout lorsqu'on va vouloir travailler sur un grand nombre de génotypes. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, si des résistances existent d'ores et déjà chez certaines variétés d'espèces connues, quel est l'avantage de l'utilisation des biosolutions alors que l'on peut utiliser des variétés résistantes sélectionnées génétiquement ? Oui, alors Juliette en parlera certainement aussi de cet aspect-là. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça pourrait permettre d'améliorer peut-être la durabilité de ces résistances génétiques qui sont communément utilisées aujourd'hui, donc les résistances qualitatives, assez facilement contournables. Peut-être que l'utilisation conjointe d'un SDP pourrait limiter l'apparition le contournement de résistance. D'accord, merci beaucoup. Mais je pense qu'on reviendra sur ce point-là. D'accord. Ensuite, est-ce que les plantes qui ont la meilleure croissance, elles seront également peu réactives aux biostimulants ? Alors, effectivement, après, c'est difficile de dire est-ce qu'elles sont peu réceptives, peu réactives, parce que on va dire que le phénotype est plus difficilement mis en évidence, parce que si déjà la variété a une bonne croissance, après, peut-être qu'on ne peut pas aller au-delà de cette bonne croissance. Donc, mais je ne sais pas exactement le phénomène qui est en amont de tout ça, mais c'est vrai qu'on a vu l'exemple, d'ailleurs, que je vous ai montré la photo avec les génotypes de tomates, que Corbarino, il n'y a pas d'effet du trichoderma sur la résistance, pas d'effet sur la croissance, mais on voit déjà qu'en conditions de contrôle, il a déjà une très bonne croissance. Donc voilà, donc là encore, c'est cette question que j'ai rappelée dans la conclusion. C'est ce qui finalement, les effets, ils vont être systématiquement plus faibles chez les variétés qui sont déjà les meilleurs, on va dire entre guillemets, pour la croissance ou pour la résistance. Je vous remercie. Encore une dernière question. Vous évoquiez d'autres facteurs environnementaux. Et est-ce que dans un environnement agricole, par exemple, certains facteurs abiotiques sont susceptibles de modifier la réponse de la plante plus que la génétique ? Si les facteurs abiotiques...
sont susceptibles de modifier la réponse de la plante davantage que la génétique? Ah bah, les effets environnementaux, ils sont très très importants. Et des fois, lorsqu'on teste, je ne sais pas, il y a des sélectionneurs dans l'assistance, mais on va voir que l'effet année, par exemple, des fois, il peut tout gommer finalement par rapport à l'effet génotype, quoi. Donc effectivement, l'effet est très fort. Donc en tout cas, sur les réponses qui sont mesurées généralement en termes de rendement, etc. Donc sur des réponses de résistance. Alors sur les résistances qualitatives, normalement, il y a peu d'effet environnemental sur ce type de résistance. Par contre, si on revient à l'utilisation des SDP, on peut imaginer, comme c'est des réponses quantitatives, effectivement, ça peut avoir des effets très importants. Oui. Voilà. Je vous remercie.